Bonjour tout le monde. On va terminer ensemble aujourd'hui le chapitre 8.1, en fait la section 8.1 du chapitre 8, en regardant comment on peut, là, à l'aide de la constante d'équilibre, effectuer certains calculs là, au niveau des concentrations, particulièrement à l'état d'équilibre. Donc, jusqu'à maintenant, là, on a vu pas mal de long en large qu'est-ce qui concerne la constante d'équilibre. Donc, c'est ici constante d'équilibre, principalement là, en lien avec les concentrations, mais on a parlé aussi de Kp là, quand on parle de pression partielle, par exemple avec les gaz. Donc, avant de passer au calcul, on va faire quelques petits rappels là, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, en fait, on a parlé d'état d'équilibre. Donc, par exemple, si je prends la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène, ben, je vais atteindre un état d'équilibre après un certain temps. Donc, c'est important de se rappeler qu'on a ici une réaction qui est réversible, c'est-à-dire que si je combine du dihydrogène avec du diiode, ben, je vais faire ici en réaction directe la synthèse de l'iodure d'hydrogène, mais je peux aussi faire la réaction inverse de décomposition de l'iodure d'hydrogène en ses composantes d'iode et d'hydrogène. Donc, quand j'atteins l'état d'équilibre, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux réactions directes et inverses se déroulent à la même vitesse. On avait vu aussi en début de chapitre, si je prends la même réaction de synthèse, que lorsque j'observe l'état d'équilibre ici, ben, je ne peux pas établir de rapport stoichiométrique entre mes concentrations, par exemple, de mes réactifs et la concentration de mon produit. Donc, on voit que même si j'ai un rapport 1 mol pour 2 mols ici, ben, je n'obtiens pas le même rapport ici dans les concentrations à l'équilibre. Donc, 0,213, je n'ai pas seulement à faire x2 là, pour trouver la concentration d'iodure d'hydrogène. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, et peu importe l'exemple qu'on prend, donc à partir de concentrations initiales différentes, ben, on a aussi des concentrations à l'équilibre différentes. Ce qui est constant, par contre, c'est Kc. Donc, peu importe que j'utilise les concentrations de mon premier, mon deuxième ou mon troisième essai, quand je vais calculer ma constante d'équilibre, ben, je vais obtenir sensiblement là, la même valeur. Donc, c'est à partir de ça, de cette constante d'équilibre-là et de certaines données là, de concentration initiale ou à l'équilibre qu'on va être capable de faire l'ensemble de nos calculs. Donc, on a plusieurs étapes à respecter quand on fait un calcul là, pour ce qui est de la constante d'équilibre. Donc, elles sont nombreuses, mais ça se fait quand même assez facilement. Donc, j'ai ici là, les étapes à respecter. Donc, on va s'assurer de garder ça bien en place. Et on a ici un exemple. C'est un exemple là, qui n'est pas tiré de votre volume. Je voulais en faire un différent. Donc, les deux premiers exemples, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on connaît une ou des concentrations à l'état d'équilibre. Donc, une fois que l'équilibre est atteint, parfois, il est possible de connaître les concentrations à l'équilibre. Donc, cette démarche-là ici est un peu plus facile. Donc, la première chose que je fais quand je travaille avec un équilibre, c'est toujours une bonne idée là, de déterminer l'expression de la constante d'équilibre. Ça va éviter certaines problématiques par la suite. Donc, dans ce cas-ci, l'expression de la constante d'équilibre, donc Kc, on se rappelle que c'est égal à la concentration des produits, dans ce cas-ci, concentration de pH3, exposant le coefficient, donc exposant 4, divisé par la concentration des réactifs, donc dans ce cas-ci, H2 exposant 6, et bien sûr, on ne met pas le phosphore parce qu'il est à l'état solide. Donc, lui ne fait pas partie de l'expression de la constante d'équilibre. On se rappelle qu'on met seulement ce qui est à l'état gazeux ou à l'état aqueux. Donc, une fois qu'on a écrit l'expression de la constante d'équilibre, deuxième étape,
ça va être d'écrire l'équation dans un tableau que j'appelle un tableau à 3 lignes. Donc, on réécrit notre équation. Donc, P4 solide avec 6H2 gazeux va être en équilibre avec 4 PH3 gazeux. On se fait un tableau comme ça ici avec 3 cases, donc mes 3 lignes, et on le divise là, en autant de colonnes qu'on a de réactifs ou de produits. Donc, ces lignes-là vont nous servir à écrire les concentrations I pour initiale, R, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau de la réaction, et finalement, E pour équilibre, donc c'est quoi les concentrations à l'équilibre de mes substances. Donc, une fois que j'ai préparé mon tableau, ben, je vais aller calculer les concentrations qui sont connues. Donc, soit les calculer ou soit tout simplement les inscrire dans le tableau si elles sont déjà écrites dans le problème. Donc, par exemple, ici, on dit, hein, on mesure à l'équilibre la présence de 0,03 mol par litre de H2. Donc, je n'ai pas de calcul à faire ici. Je connais déjà la concentration de H2 à l'équilibre. Je peux directement l'écrire. Donc, pas besoin de faire de calcul. Donc, celle-là, je la connais. Ensuite de ça, on a aussi écrit en début de problème 0,9 mol de H2 dans une chambre à réaction de 10 litres. Donc ça, c'est ce qu'on a choisi de mettre, hein, c'est nous qui l'avons placé dans le contenant là, de 10 litres, 0,9 mol. Donc là, on va faire le calcul de la concentration. Dans ce cas-ci, c'est quand même assez simple. Donc, le calcul de la concentration de H2. I pour initial, donc on va se rappeler que c'est au début. Donc, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc, tout simplement ici, 0,9 mol divisé par un volume de 10 litres. Donc, 0,09 mol par litre. Donc, c'était assez simple là, dans ce cas-ci. Donc, je connais ma concentration initiale ici de H2, 0,09. Donc, je n'ai pas d'autres informations concernant les concentrations. Donc, c'est sûr que c'est écrit ici qu'au départ, j'ai mis 0,2 mol de P4. Sauf que mon P4 étant solide, ben, je ne peux pas calculer une concentration. Donc ici, c'est vraiment juste une quantité. Puis, ça l'importe peu, je vous le rappelle, parce que le P4 ici ne rentre pas dans le calcul de ma constante d'équilibre. Puis, on se rappelle ici, ben, c'est ça que je cherche, ma constante d'équilibre. Étape suivante. Inscrire les concentrations connues, c'est ce que je viens de faire. Sur la deuxième ligne, c'est celle-là de la réaction, ici. Poser X comme variation de la substance ayant le plus petit coefficient stéchiométrique. Donc ça serait ici le phosphore qui a le plus petit coefficient. Donc, on aurait pu poser X ici, sauf que dans ce cas-ci, on est capable d'aller poser un chiffre directement dans le tableau parce qu'on a une concentration initiale et une concentration finale pour le H2. Puis, je le répète encore, ben, peu importe ce qui va se passer ici, comme ça ne rentre pas dans mon calcul, ben, c'est plus ou moins important. En fait, ce n'est pas du tout important. Donc, on peut calculer ici que la variation de la concentration H2 est de moins 0,06 mol par litre. Hein. Je suis passé de 9 centièmes à 3 centièmes, donc ça a diminué de 6 centièmes. Donc, ça, c'est connu. Je complète après ça la deuxième ligne à l'aide de mon rapport stoichiométrique. Donc, vous vous rappelez, tantôt, j'ai dit la stoichiométrie n'est pas d'une grande utilité quand je regarde l'état d'équilibre. Donc, quand je regarde la dernière ligne, la stoichiométrie n'est pas utile. Par contre, la stoichiométrie va m'être utile ici, au niveau des réactifs. Donc, ici, cette ligne-là, ici, là, respecte le rapport stoichiométrique. Ça veut dire que si j'ai eu une variation de 0,06 mol par litre au niveau du H2, ben, je vais pouvoir, là, par calcul stoichiométrique, déterminer c'est quoi ma variation de concentration pour le pH 3.
Donc, ici, je vais faire 0,06 fois 4 divisé par 6. Ça va me donner tout simplement 0,04 mol par litre. Donc là, on pourrait se demander, OK, bon, ça c'est ma quantité, mais est-ce que j'ai plus de pH3 ou j'en ai moins? Bien là, si j'ai moins de H2 en cours de réaction, donc je commence à une concentration de 9 centièmes et j'ai fini à 3 centièmes, ça veut dire que mon H2 il a réagi avec le phosphore. Donc, s'il a réagi avec le phosphore, c'est que la réaction directe était favorisée. Donc, il y a eu au cours de la réaction, là, formation de pH3. On pourrait se demander ici, là, on n'avait rien écrit. Ben, est-ce qu'il y en avait du pH3 au départ? Si je lis la consigne, on place 0,2 mol de P4 en présence de 0,9 mol de H2. Donc, au départ, on n'en a pas mis de pH3. Donc, on indique à ce moment-là 0. Ici, là, on aurait pu le mettre dès le départ. Ça aurait peut-être été un peu aidant. Donc, j'en avais pas au départ et il s'en ajoute 0,04 mol par litre. Donc, on va terminer avec 0,04 mol par litre ici à l'état d'équilibre. Donc, j'ai complété ma deuxième ligne. J'ai même fait l'étape suivante. J'ai inscrit à la fin, ça me faisait combien de pH3. Donc ici, ce n'est pas une expression algébrique. Parfois, ça en sera une. Ici, j'ai carrément là, la valeur exacte. Je détermine la valeur de X. Dans ce cas-ci, j'en ai pas à déterminer. Et je réponds à la question. Donc, si je reviens à ma question, quelle est la valeur de la constante d'équilibre? Bien, je connais maintenant la concentration à l'équilibre de pH3 et la concentration à l'équilibre de H2. Donc, il me reste seulement à faire le calcul. Donc, ici, 0,04 exposant 4 sur 0,03 exposant 6, donc à la 6. Qu'est-ce que ça va me donner, ça, comme valeur de Kc? Je vais obtenir 3512 et on se rappelle qu'il n'y a pas d'unité pour Kc. Puis on peut là, indiquer la température. Donc Kc pour les réactions de synthèse du trihydrure de phosphore est de 3512 à 50 degrés Celsius. Donc, si on reprend une équation, encore une fois, quand on connaît certaines concentrations à l'équilibre, donc ici, on donne une concentration à l'équilibre, puis on vous donne la valeur de Kc dans le problème. Donc, on connaît Kc, on connaît une des concentrations à l'équilibre, celle de carbonate de nickel. Donc, on va essayer, là, ici, la question, c'est de déterminer la concentration à l'équilibre du monoxyde de carbone. Oups, ici, on aurait dû lire là, de carbone et non pas ce, de carbone. Donc, si on reprend nos étapes, d'abord, on va déterminer l'expression de Kc, qui est toujours là, utile à faire là, avant d'aller trop loin. Donc, la constante d'équilibre ici, concentration de NiCO 4 fois, exposant 1, donc on n'a pas besoin de l'écrire, divisé par la concentration des réactifs. Encore une fois, on a un réactif solide, donc il ne rentre pas dans l'équation. Donc, divisé par la concentration de monoxyde de carbone, coefficient 4, exposant 4. Donc, première étape. Deuxième étape, ici, on écrit l'équation dans notre tableau à 3 lignes. Donc, on a du nickel solide avec du monoxyde de carbone gazeux qui atteint l'état d'équilibre, donc pour la formation de carbonate de nickel gazeux.
on fait notre tableau à 3 lignes, donc concentration initiale, qu'est-ce qui se passe lors de réaction et qu'est-ce qu'on a comme concentration à l'équilibre. Et on divise là, en autant de colonnes qu'on a de réactifs et de produits. Calcule les concentrations connues. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas de calcul à faire. On en connaît une seule concentration. C'est la concentration finale ici, NiCO, 4 fois. Donc, on va venir l'inscrire directement dans le tableau. Donc, on a 1 ici par 10 à la moins 3 mol par litre. Donc, c'est ce qu'on peut, c'est la seule qu'on peut inscrire. On n'en connaît pas d'autres. Ici, on dit on dispose une certaine quantité de réactifs. Donc, on ne le sait pas ici, il y en avait combien au départ. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en avait. Puis, par contre, on connaît la concentration à l'équilibre pour mon produit ici. Ma question, c'est ça que je veux connaître ici. Et je connais KC. Donc, c'est pour regarder comme il faut. Je connais la valeur de KC. Je connais cette variable-là ici. Je connais aussi la concentration de mon produit qui est ici au numérateur. Donc, il me manque seulement cette information-là qui est la concentration de monoxyde de carbone à l'état d'équilibre. Donc, je n'aurai pas besoin de compléter tout mon tableau ici parce que dans mon équation, ben, je connais déjà 2 des 3 variables. Donc, j'ai un seul inconnu. Il me reste simplement à l'isoler. Donc, Kc, concentration de NiCO 4 fois sur concentration de CO exposant 4. Donc, on peut isoler ici la concentration de monoxyde de carbone. Donc, si on échange les extrêmes de place parce qu'on a affaire à une fraction, on va obtenir que concentration de CO exposant 4 est égale à concentration de NiCO 4 fois divisé par Kc. Et puis ici, ben, on extrait la racine quatrième ici pour venir obtenir finalement que la concentration de monoxyde de carbone, ben, c'est la concentration de NiCO 4 fois divisé par Kc. Et on extrait la racine ici. Donc, si on remplace ici la concentration par 1 par 10 à la moins 3, divisé par la valeur de Kc qu'on avait ici dans le problème, qui est de 5 par 10 exposant 4. 5 fois 10 exposant 4. Donc, on divise, on extrait la racine et on obtient que la concentration de monoxyde de carbone à l'équilibre est égale à 0,012 mol par litre. Donc, bien sûr, on ne connaît pas la concentration initiale, mais ça ne fait pas partie de la question. Ce qui nous intéresse ici, c'est la concentration à l'équilibre. C'est certain que on pourrait la calculer, la concentration initiale. Donc, je pourrais utiliser cette valeur-là ici et faire le chemin inverse de tantôt. Écrire ma valeur de ma concentration à l'équilibre ici. Et grâce au rapport stoichiométrique ici, où j'ai eu, ici j'en avais 0, ici j'en ai eu plus 1 par 10 à la moins 3. Donc ici c'était moins 1 par 10 à la moins 3. Donc en additionnant ces deux valeurs-là ici, ben, je pourrais trouver ma concentration initiale de monoxyde de carbone. Donc ça serait possible de le faire. Mais ce n'était pas la question. En fait, la question, ben, on a trouvé ici là, la concentration à l'équilibre de monoxyde de carbone. Donc ça, c'est lorsqu'on connaît certaines concentrations là,
à l'équilibre et qu'on connaît ou qu'on cherche parfois la valeur là, de Kc. La plupart du temps, par contre, ce qu'on va connaître, c'est plutôt les concentrations initiales. Donc, par exemple, on commence ici une réaction, hein, et on introduit dans un contenant un certain nombre de moles de diode et un certain nombre de moles de chlore. Donc, le plus souvent dans la vraie vie, ce qu'on connaît, c'est combien on en a mis au départ, puis on cherche à prédire, OK, ça va donner combien à l'équilibre. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Donc, si on reprend les mêmes étapes, donc on écrit toujours l'expression de Kc, ici concentration de I2 fois concentration de Cl2 sur concentration de ICl au carré. On réécrit notre réaction, donc ICl. Dans ce cas-ci, tout est à l'état gazeux, donc tout est dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, initialement, lors de la réaction, à l'équilibre. Donc, si on regarde la consigne, ben, on voit qu'on avait un contenant de 1,5 litres dans lequel on a mis 0,65 mol de I2 et 0,33 mol de Cl2. Donc, on n'a pas mis au départ de ICl. Donc, on peut déjà écrire que ici, c'était 0 mol par litre au départ. On va venir calculer la concentration de I2 initiale, qui est de 0,65 mol dans 1,5 litre. Donc, ce qui nous donne 0,43 mol par litre. Et la concentration de Cl2 initiale, on avait 0,33 mol dans 1,5 litre, ce qui nous donne 0,22 mol par litre comme concentration initiale. Donc, on a calculé nos concentrations. On vient les inscrire ici dans le tableau. Concentration initiale ici, 0,43. Concentration initiale de Cl2, 0,22. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît de la donnée du problème. On connaît aussi la valeur de Kc. Donc, on connaît cette donnée-là ici. Sur la deuxième ligne, posez X comme variation de la substance. Donc, dans ce cas-ci, on ne peut pas savoir c'est quoi la variation parce qu'on n'a pas les concentrations à l'équilibre. Donc, quand j'ai aucune concentration à l'équilibre, ben, je ne peux pas calculer la différence entre le début et la fin. Donc, je dois poser ici un inconnu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait qu'on avait mis seulement du I2 et du Cl2. Donc, les deux ont réagi ensemble pour former du chlorure d'hydrogène. Donc, ça a été au départ la réaction inverse là, qui était favorisée. Donc, il y a une certaine quantité de I2 qui a réagi. Et comme le rapport stoichiométrique est 1 pour 1, ben, il va y avoir la même quantité de Cl2 qui a réagi. Du côté ici de mon réactif, qui est le chlorure d'hydrogène, ben, on voit que c'est un rapport 2 pour 1. À chaque fois qu'il réagit une mol de I2, on forme 2 moles de ICl. Donc, puisqu'ici, il a réagi X, ben ici, il va s'être formé 2X, donc 2 fois plus. Donc, on a complété ici la deuxième ligne là, en utilisant les coefficients stéchiométriques. On est rendu ici à inscrire l'expression algébrique des concentrations à l'équilibre. Donc, ce qu'on sait ici, à l'équilibre, c'est que j'avais 0 mol par litre de ICl plus 2X. Donc, je vais avoir au final 2X pour la concentration de ICl. Pour I2, je suis parti à 0,43 mol par litre moins X. Donc, 0,43 moins X, c'est ma concentration finale. Et pour Cl2, un peu le même principe, 0,22 moins X. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir.
Mais on voit tranquillement se dessiner là. Ici, c'est mon équilibre. J'ai un seul inconnu, x. Et je connais la valeur de KC. Elle était donnée ici au départ, 0,11. Donc, en remplaçant dans mon équation ici par les concentrations ici, par les expressions algébriques, et en les égalant à 0,11, je vais être capable là, de, ici, là, mon avant-dernière étape, déterminer la valeur de x. Donc, si j'écris ça, donc, KC, on avait 0,11 est égal à, si on revient au départ, concentration de I2 fois concentration de Cl2, donc celui-là fois celui-là, divisé par la concentration de ICl au carré. Donc c'est sûr, hein, on prend les concentrations et l'équilibre. C'est une constante d'équilibre. Donc c'est les concentrations à l'équilibre qui vont être utilisées. Ça va nous donc faire donc Kc 0,11 égale à 0,43 moins x, ce qui est la concentration de I2, fois la concentration de Cl2 à l'équilibre, 0,22 moins x, divisé par la concentration de ICl à l'équilibre, élevé au carré. Donc, on doit distribuer ici la parenthèse sur l'autre et on va en même temps là, résoudre là, le dénominateur. Donc, toujours 0,11 est égal à 0,43 fois 0,22. Pardon, on va reprendre la même couleur. Donc ici, 0,0946. Ensuite de ça, 0,43 fois moins x, donc moins 0,43x. On continue en distribuant moins x sur 0,22, donc moins x fois 0,22 moins 0,22x. Et on termine moins x fois moins x. Donc, on va obtenir plus x carré. Pour le numérateur, divisé par 2x fois 2x, donc 4x carré. On va multiplier ici 0,11 fois 4x carré. Et on va en même temps là, regrouper les termes semblables ici, là, qui sont moins 0,43x moins 0,22x. Le terme x carré ici va rester seul pour l'instant et celui-là également. Donc, ça va nous donner les valeurs suivantes. 0,44 x carré est égal à 0,0946 moins 0,65x plus x carré. Donc, on a une équation de deuxième degré ici. On va regrouper 0,44x carré. On va venir le mettre avec celui-là ici. Donc, hein, moins 0,44x carré. On va donc obtenir 0 égale 0,0946 moins 0,65x plus 0,56x carré. Donc, on a une équation de forme là, ax carré plus bx plus c, donc une équation de deuxième degré. On va donc utiliser, pour trouver la valeur de x, là, une équation quadratique. Donc, moins b est égal, donc x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b2
moins 4AC sur 2A. Donc, les lettres ici, là, je vous rappelle, correspondent au coefficient qui est ce qu'on retrouve devant x. Donc, ça, c'est le coefficient A qui est toujours devant la valeur de x carré. B, c'est le coefficient qui est devant la valeur de x. Et C, c'est le coefficient là, qui n'est pas devant une valeur aucune de x. Donc, si je prends les valeurs de A, B et C et que je les rentre dans mon équation ici, je vais trouver deux possibilités pour x. Donc, la première possibilité, x1, va me donner 1,06 et x2 va me donner 0,17. Alors là, comment je fais pour choisir lequel des deux est le bon? Là, c'est une question de logique. Donc, je vous ramène au tout début du problème où on avait des concentrations initiales ici de 0,43. Donc, s'il réagit moins X, ben, il ne peut pas réagir plus que 0,43 ni plus que 0,22. Si vos deux X sont illogiques avec ces valeurs-là, ben, c'est que vous avez fait une erreur de calcul. Donc, parmi les deux valeurs que j'ai trouvées, ben, il n'est pas possible que ce soit celui-là ici. Ça ne se peut pas parce que ça dépense 0,43 et 0,22. Donc, ce n'est pas cette valeur-là qui est bonne, c'est celle-là ici. Et là, on est prêt à répondre à la question du problème après tout ça. La question étant, c'est quoi les concentrations à l'équilibre? Donc, si on reprend le tableau du début, on avait dit que la concentration à l'équilibre de chlorure d'hydrogène, c'était égal à 2x. Donc, 2 fois 0,17, eh bien, ça donne 0,34 mol par litre. Pour la concentration de diiode, toujours des concentrations à l'équilibre, ben, c'était 0,43, ma concentration initiale, moins X. Donc, 0,43 moins 0,17, on obtient 0,26 mol par litre. Et finalement, pour la concentration de dichlore à l'équilibre, donc on avait au départ 0,22 mol par litre moins X qui est 0,17, on obtient 0,05 mol par litre. Et on a ici là, la réponse qu'on cherchait au départ. Donc, quelles sont les concentrations à l'équilibre? Donc, vous voyez, les démarches peuvent parfois être assez longues, surtout quand on doit penser là, par la résolution d'équations du deuxième degré. Donc, si vous avez des difficultés là, à résoudre les équations de deuxième degré, mais je vous invite peut-être à aller revérifier vos éléments de mathématiques là, de quatrième secondaire. Donc, vous avez vu là, cette partie-là de la théorie en quatrième secondaire. Donc, vous êtes maintenant prêt à terminer tous les exercices là, de la section 8.1